Salut Olivia, bonjour à vous toutes et tous et voici donc l'épisode 4 de la saison 2 des Dessous de la voile, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Bonjour Anne, bonjour à tous et bienvenue pour plusieurs minutes de bonheur et de découverte. Où que vous soyez, en voiture, sous la couette, au soleil bien installé, allez profiter de cet épisode iodé. Pour cet épisode, Olivia, tu as voulu nous faire connaître une navigatrice. J'avoue que je ne connaissais pas beaucoup. Je dirais que c'est une navigatrice de l'ombre, mais qui mérite un coup de projecteur. Alors dis-nous pourquoi tu voulais nous la présenter. Elle s'appelle Sophie Faguet, elle a 36 ans, elle vient de Normandie où elle a fait ses classes avec un certain Benoît Charron et elle navigue à merveille sur tout support. Alors match racing, championne d'Europe de J80, circuit Figaro-Beneteau, elle vient d'ailleurs de remporter le trophée Laura Vergne avec Guillaume Pirouel il y a 15 jours. Sophie trace son sillage avec un amour passionné de la mer et des bateaux. Les plus grands skippers la connaissent, viennent la chercher pour naviguer pour son talent et son enthousiasme. Sophie n'est pas féministe pour un sou, elle a toujours navigué avec des garçons et ne s'est d'ailleurs jamais posé la question. Vous allez l'entendre, c'est un sacré brin de fille. Cette interview, on s'en souviendra car au départ, nous devions faire l'interview sur un bateau mais il pleuvait tellement que nous avons fini dans la voiture. Bref, on s'en souviendra, allez, on l'écoute. Bonjour Sophie, on est trop contente de t'avoir dans les dessous de la voile. Comment ça va ? Eh bien, écoute, je vais très très bien. Bon, alors on va commencer notre petite interview. Alors, on aimerait savoir où est-ce que tu as grandi, dans quelle ambiance familiale et quel était ton rêve de petite fille, Sophie ? Alors, écoute, j'ai grandi d'abord à Morlaix, puis à Granville. Toujours pas très très loin de la mer. Ambiance familiale, écoute, j'avais une maman pharmacien et un papa ingénieur qui travaillait sur l'aménagement du littoral, d'où notre proximité tout le temps avec la mer. Et tu faisais du bateau avec tes parents ou comment ça s'est passé cet amour de la voile ? Écoute, cet amour de la voile, c'est arrivé à Granville. Il y avait deux choses. La première, c'est qu'avec l'école primaire, on avait l'occasion de faire des stages de voile avec, à l'époque, c'était le centre régional d'entraînement de Granville. Et la seconde chose, c'est que mon papa, qui avait acheté une coque alu à poil, a finalement fait l'aménagement pendant toutes les années où on était à Morlaix. Et quand on est arrivé à Granville, on a pu mettre le bateau à l'eau et commencer à naviguer. D'accord. Donc c'est de là que tu as eu envie de large. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te trottait dans la tête déjà ? Quel était ton rêve finalement ? Bah écoute, je me rappelle que ce qui m'a le plus marqué les premières fois où on a été sur l'eau, avec l'école en tout cas, c'était d'abord l'espace de liberté. Le fait de pouvoir faire ce qu'on voulait sur nos bateaux et surtout l'ambiance aussi qu'il y avait tout autour. On était une bande de copains, on faisait de la natation, on faisait de la voile, les parents s'entendaient bien et donc c'est finalement un environnement qui s'est créé autour de la mer et qui fait que moi j'ai accroché direct et puis après il y a eu la compétition et là j'ai accroché aussi effectivement et j'ai eu envie d'aller voir un petit peu plus loin que le bassin d'évolution de Granville. À quel âge t'avais quand tu as commencé la compétition ? Eh ben écoute, c'était pas si tôt que ça, je pense que j'avais 8-9 ans. Oh bah quand même, si, c'est assez jeune. Est-ce que Sophie t'as été inspirée par un navigateur ou une navigatrice ? Ouais, alors ayant appris la voile à Granville, j'avais été marquée par la victoire du Vendée Globe de Christophe Auguin. Et puis après, évidemment, toutes les navigatrices, il y avait Isabelle Autissier, Catherine Chabot, Florence Artaud, et puis bien sûr la victoire de Hélène MacArthur sur le trophée Jules Verne, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, sur le trophée Jules Verne, et puis elle a fait un magnifique Vendée Globe, j'imagine, qui t'a marqué aussi. Alors Sophie, c'est vrai que tu as un parcours assez éclectique, hein, tu navigues sur beaucoup de bateaux, et puis surtout, tu as toujours navigué avec des garçons. Tu as performé d'ailleurs. Hein. Est-ce que la mixité te parle dans ce monde de la compétition et de la course au large ? Est-ce que tu ressens un besoin de féminisme dans la course au large ? Est-ce que finalement c'est un combat pour toi ou pas du tout ? Alors, j'ai l'impression que la mixité, pour moi, c'est devenu un sujet avec la communication, un fait de société. Alors qu'au début, quand j'ai démarré la navigation en équipage, parce que j'ai démarré assez tôt, pour moi, c'était un non-sujet. J'étais un équipier sur un équipage. Il y avait des vieux, des jeunes, des filles. On était notamment sur la préparation du Tour de France à la voile avec Benoît Charron. On était un des équipages les plus mixtes du circuit, avec 2-3 filles à bord parfois. Et moi, j'avais juste à cœur d'être le meilleur équipier, d'apprendre tous les postes et de un jour peut-être pouvoir toucher la barre du bateau, quoi. Mais on était content qu'il y ait des filles, on était content qu'il y ait des mecs. C'était plus des questions de personnalité que de genre finalement.
Ouais, et puis ensuite, donc, tu as fait du J80, championne d'Europe de J80. Pareil, il y avait des filles et des garçons, la question se posait même pas. Non, non, la question se posait pas. Ça s'est fait au gré des projets et des opportunités. J'ai commencé le match racing, le Tour de France, c'était et le J80, c'était sur des équipages mixtes. Et ensuite, je me suis posé plus de questions quand on m'a proposé de naviguer sur des équipages 100% féminins. Ça a été le cas en 2017 de rejoindre l'équipe de Pauline Courtois en match racing. Et effectivement, j'avais besoin de savoir ce que ça faisait, de naviguer qu'avec des filles et comment la communication surtout se passait à bord, parce que c'est un vrai sujet. Et ben, il nous aura fallu 3 à 4 ans pour trouver les bonnes clés et finalement être championne du monde tout ensemble. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que c'est peut-être plus compliqué un équipage féminin, entièrement féminin, qu'un équipage mixte au final? Bah, moi, c'était la perception que j'en avais au tout début. Je me disais, ouais, j'avais des grosses craintes sur la communication parce que j'avais ressenti qu'avec les mecs, c'était hyper franc. Dès qu'il y avait un truc, on se disait les choses très clairement. Et chez les filles, il y a une intellectualisation du problème, je pense, où chacune va réfléchir au truc et puis ça va mettre du temps à sortir. Et du coup, notamment en match racing, quand tu fais une course de 10-12 minutes, que tu perds et que tu as besoin de te remobiliser et d'être performante sur la suivante, si ça sort pas à ce moment-là, et ben tu risques de perdre ton match suivant. Et donc c'était hyper intéressant ce sujet parce que on a commencé à travailler aussi avec des préparateurs mentaux qui nous ont aidés à passer ce cap-là. Et ouais, ça a été un sujet que sur l'équipage féminin, effectivement. Ah ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, ouais, on imagine quoi, on n'est pas fait pareil quoi. Les filles et les garçons sont pas fait pareil. Ouais, exactement, on n'est pas fait pareil. Après, je pense aussi que c'est une question d'âge et de maturité. C'est-à-dire que derrière ça, j'ai fait l'année dernière une année avec l'ETF Lady Team Pro avec que des filles à bord, dont Mathilde Géron. Et là, peut-être qu'on avait des caractères un peu plus rentre-dedans et il n'y a jamais eu de soucis de communication. Enfin, ça se passait assez bien, assez vite à bord, quoi. Après, moi, j'ai pas poussé l'expérience parce que j'avais d'autres projets cette année-là. Mais écoute, ça s'est bien passé et ça aurait été sympa que ça continue, ouais. Alors une autre petite question, tu as fait beaucoup de Figaro, tu es passé au pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt, hein, tu t'es préparé là-bas en 2015-2016 pour le circuit Figaro. Est-ce que tu as eu la sensation à ce moment-là d'avoir franchi un cap, d'avoir énormément progressé et puis que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe quand on fait partie d'un pôle d'entraînement? Bah écoute, 2015, ouais, je venais de remporter une sélection Jeunes Talents Normand qui mettait à disposition un budget pour pouvoir faire la solitaire du Figaro. Et par contre, c'était une partie de budget. Et du coup, c'est moi qui ai sollicité le pôle parce que j'avais besoin d'avoir un calendrier hyper cadré pour savoir à côté à quel moment j'allais pouvoir continuer mon travail, parce que je ne pouvais pas arrêter de travailler à 100%. Alors, redis-nous, tu travaillais au Havre, hein? Je travaillais au Havre à la Société des Régates du Havre. Et donc, j'ai vraiment mis tous mes efforts pour être acceptée au pôle, pour pouvoir avoir ce calendrier d'alternance entre la semaine, j'étais en stage à Port-la-Forêt, le week-end, j'allais retravailler au Havre. Donc là, je me faisais des semaines assez intenses. Et ça a été hyper important pour moi parce que ça m'a permis de structurer le projet de course au large. Ça a été hyper formateur par contre parce que j'étais toute seule sur ce dossier-là. Il y avait Benoît qui supervisait de loin, mais il avait aussi tous ses projets à lui. Benoît Charon, hein. Benoît Charon, toujours, qui a toujours suivi ma carrière de près ou de loin. Et donc, ouais, ça a été très formateur. J'avais besoin du pôle parce que j'avais cette question d'organisation. J'avais cette question aussi de confrontation, de savoir tout de suite où je me situais et où j'avais envie d'arriver. Et puis forcément, l'expérience des entraîneurs qui sont là et qui ont déjà vécu des dizaines de solitaires et qui ont plein de choses à nous apporter. Donc, c'était un accélérateur d'apprentissage et dans un cadre franchement idéal, ouais. Et t'étais la seule skipper? Il y avait d'autres filles qui s'entraînaient à tes côtés ou t'étais qu'avec des gars? Alors là, écoute, je ne sais plus trop. 2015, je sais plus. Je sais qu'il y a une des 2 années où on a été pas mal de nanas sur le circuit. Il y avait Alexia, il y avait Justine, il y avait... Alexia n'était pas à Port-Laf, Justine non plus, était à Lorient. Il y avait Cécile Laguette, peut-être la deuxième année, qui est arrivée au pôle de Port-la-Forêt. Il y en avait d'autres. Mais à Port-la-Forêt, ici, il y a eu Claire Pruvot la première année, je pense aussi. Parce qu'on avait une coloc même ensemble, donc c'est sûr. Et donc, ouais, il y avait quand même quelques filles au pôle.
Donc ça a été 2 années riches d'enseignement, d'apprentissage, de structuration, etc. Oui, j'imagine que dans une carrière, c'est important de passer dans ces moments-là. Alors on va parler maintenant d'un projet qui était un gros projet pour toi. Tu rêvais de Jeux Olympiques en 2024, en course au large mixte. Ça a été une déconvenue forcément, puisqu'il n'y en aura pas. D'autant que tu es allé très loin parce que tu as obtenu la naturalisation belge pour naviguer avec Jonas Jerkens. Alors voilà, comment tu as vécu cette déconvenue? Eh ben écoute, pas trop mal, hein. Pareil, moi la première déconvenue que j'avais eue, c'était de ne pas réussir à la suite de mes 4 années en Figaro à continuer à naviguer sur le Figaro, notamment l'année de sortie du Figaro 3. Et donc s'est présentée cette opportunité de préparer avec Jonas des JO en double mixte. Il y avait 4 années devant nous. Enfin, on était suivis à fond par le ministère des Sports belge et par la fédération. Et donc c'était vraiment des conditions idéales pour moi et une opportunité que je pouvais pas refuser en fait. C'était la première fois qu'on me proposait un projet 100% professionnel et avec les moyens de vraiment performer. Et donc j'ai saisi cette opportunité. Effectivement, au bout de 2 ans, j'ai obtenu la nationalité belge. Et la même année, on nous a effectivement annoncé que les JO n'auraient pas lieu en course au large en double mixte. Après, on n'a jamais eu la certitude quand on a lancé ce projet-là que ça aurait lieu. Ça aurait été le cas, ça aurait été absolument génial parce que moi, ayant fait depuis toujours de l'habitable, voir les Jeux apparaître sur ma route, c'était super. C'était pas un rêve de petite fille, mais je trouvais une opportunité géniale. D'autant que j'avais croisé quelques sportifs olympiques et je trouvais qu'ils avaient ce truc en plus d'acharnement, de travail, de cadre encore plus fort que ce qu'on peut trouver dans la course au large et dans les pôles. Et donc j'avais envie de m'y frotter et j'avais envie de connaître un peu ces préparations qui étaient encore pour moi plus intenses à l'époque. Et donc non, j'ai pris que le positif. Voilà, les JO, ça a été supprimé finalement, mais sur notre circuit, il y a un championnat du monde qui a été créé. Et donc on a continué à naviguer ensemble pendant 2 ans et à faire des régates en Figaro 3 en plus, en Méditerranée. Donc moi je prenais le positif, quoi. Ça me permettait de refaire du Figaro, de revenir faire un peu des courses du circuit aussi sur la côte atlantique. Donc c'était une déconvenue, mais comme c'était pas non plus un rêve de gosse, je l'ai pris comme c'est venu et on fait avec, quoi. Ça m'a quand même donné des super opportunités de navigation. Ouais, c'est toujours une expérience en plus. On sent que tu vis ces expériences avec beaucoup d'optimisme et de positivisme. C'est vachement bien. Alors moi, j'avais envie de savoir quel était finalement ton rêve ultime, Sophie, et qu'est-ce qui t'anime plus que tout. Alors, est-ce que c'est la mer au sens large? Est-ce que c'est la compétition à la voile? Voilà, quel est ton rêve et où est-ce que tu te sens bien finalement? Ouais, je vais commencer par cette dernière question, c'est la plus facile. Je me sens bien en mer. Alors, je me suis fait un petit bilan personnel il y a quelques années et clairement, je me sens très très bien sur un bateau. Pas forcément toute seule, ça peut être en double, en équipage. Je suis assez curieuse, donc j'aime bien et j'aime bien aussi varier les expériences. C'est pour ça que pendant des années, j'ai fait et du match race et de la course en flotte et un peu d'équipage. Malgré tout, voilà, là je suis un peu attirée par ce que j'ai pas encore vécu. Les transatlantiques par exemple, ça va être mes premières cette année, et aller un peu plus loin, quoi. Moi, ce que j'aime aussi dans le bateau à voile, c'est découvrir des endroits que je ne connais pas, et on a le luxe, le privilège un petit peu d'y arriver par la mer parfois, et ça c'est des moments assez extraordinaires que j'ai envie de revivre. Donc en fait, la croisière, c'est pareil, tu prends ton pied en croisière, il n'y a pas que la compétition. Ah bah ouais. Ouais, on tire un peu la bourre avec les bateaux d'à côté, même si c'est pas les mêmes. Tu peux pas t'en empêcher, quoi. Non, on peut pas s'en empêcher, mais oui, dans la croisière, je suis bien aussi. Et le solitaire? Ouais, le solitaire, écoute, moi, ça a été une très bonne expérience. Où je me disais, voilà, maintenant tu es tout seul, tu dois compter que sur toi-même, donc forcément tu apprends énormément. Et puis, malgré tout, après j'ai commencé à naviguer en double et j'ai trouvé ça encore plus intéressant parce que d'une part tu poussais beaucoup plus le bateau puisque tu es à 2 et que quand c'est pas toi qui bosse, c'est l'autre. Et la deuxième chose, c'est de réussir à... quand tu es tout seul, tu prends tes décisions, tu te convaincs comme tu veux, avec des bons arguments, des mauvais, peu importe. Quand tu es à 2, tu te rends compte que finalement, tu peux pas... Enfin, il faut que tu arrêtes d'user de stratégies de contournement ou autre pour essayer de convaincre l'autre. Il faut vraiment user de vrais arguments factuels concernant la météo, les choix stratégiques. Et ça, c'est un vrai gros travail très intéressant. Et moi, qui m'a permis de progresser pas mal là-dessus.
Alors, quel est ton meilleur souvenir de ta carrière, tiens, Sophie, d'ailleurs? Alors, le meilleur souvenir que j'ai, j'en ai deux. La première, c'était une course en Figaro, justement en solitaire. C'était une course qui faisait Douarnenez-Horta et Horta-Douarnenez aux Açores. Et moi, je partais là-dessus. C'était ma plus longue nave. Je pensais que mon bateau était prêt. J'avais acheté un alternateur pour l'énergie et tout. Et puis en fait, au bout de quelques jours, l'alternateur m'a lâché, les courroies aussi. Et donc je suis arrivée à Horta. Il faisait nuit, il y avait 25 nœuds. C'était vraiment la guerre à bord. J'avais tout sur pile. J'avais un GPS carto sur pile. J'avais encore peut-être une batterie, une enceinte pour la musique. Et il faisait nuit. Et donc c'était une arrivée. J'étais épuisée. Dans des conditions dantesques, t'arrives, c'est assez irréel finalement. Tu sens les odeurs de la terre que tu connais pas. Incroyable. Et puis le lendemain, tu te réveilles et tu découvres cette île aux Açores qui est juste magique. Et ça a été c'est un souvenir que je garderai tout le temps, quoi. Et puis je me rappelle aussi à cette époque-là, on arrivait à se capter à la VHF, on était 2-3 skippers, il y avait Pierre Quiroga et il y avait Damien Cloirec. Et donc on se racontait nos petits malheurs et tout. Enfin, c'était vraiment une ambiance très particulière et assez intimiste et une découverte d'un endroit paradisiaque. Et le deuxième, tu disais que tu en avais deux. Et le deuxième, le deuxième, c'était le Tour d'Italie avec Pierre Le Boucher en 2021, où là, pareil, une des naves les plus longues que j'ai faites, c'était 8 jours en mer, on a fait toute la côte, on a eu des conditions extrêmes que j'avais jamais rencontrées auparavant, et donc c'est un très bon souvenir parce c'était une belle victoire aussi, on a établi un beau temps autour d'Italie, et donc c'était chouette. Chapeau quand même, parce que c'est sympa parce que tu navigues quand même avec des skippers, des super skippers quoi. Pierre Le Boucher, ça doit pas être rien de naviguer avec un gars comme ça. T'apprends à chaque fois quoi. Bah ouais, moi j'aime. Bah en fait, ayant pas beaucoup de capacité à monter mes propres projets, je me retrouve à naviguer avec plein de gens différents et continuer à me solliciter, je trouve ça absolument génial. Tu vois, cette année c'est tout à fait ça, hein. Là j'ai été du coup sollicitée par Guillaume Pirouel qui a un passif de préparation olympique en 4-7 et avec lequel j'ai commencé à naviguer là, et effectivement on pourrait dire qu'il est tout jeune sur le circuit parce que ça fait que deux ans qu'il fait du Figaro, mais en fait c'est déjà un athlète ultra accompli et qui vise déjà une victoire à la solitaire, donc qui aurait pu, qui termine premier bisu l'année dernière à la solitaire du Figaro et qui aurait pu gagner à la solitaire. Hein. Ouais. Donc moi, rencontrer des athlètes comme ça et naviguer avec, je dis oui tous les jours sans aucun problème. Et oui, ils viennent te chercher pourquoi? Je ne parle pas de femmes, hein. T'as des grandes qualités, Sophie. Non mais c'est vrai, c'est quand même chouette de se dire, on veut naviguer avec moi, c'est top quoi. Quelles sont tes qualités? T'es capable de le dire ça? Écoute, alors aujourd'hui, avec un peu de maturité, je crois que je suis assez agréable à vivre sur un bateau. Je suis pas trop chiante. Et puis, je pense qu'on peut me demander à peu près tout ce qu'on veut. Je suis assez volontaire. J'ai une bonne énergie. Voilà. En tout cas, sur tout ce qui est aspect technique et endurance, je pense que je me situe pas trop mal. Et puis, pour le reste. Je pense qu'il y a longtemps, je me sentais pas très à l'aise forcément à la barre, etc. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire avancer aussi le bateau assez vite. Donc voilà, j'essaie de combler les manques que je peux avoir pour être encore une meilleure équipière. Et barreuse aussi. Sophie, on va rentrer un petit peu plus dans le détail là. Alors, pour mieux te connaître, si tu devais citer qu'un seul livre, un livre de chevet, ça serait lequel? Pas facile comme question. Hein. Non, c'est pas facile. Et puis surtout, j'ai le titre qui m'a échappé. J'avais beaucoup aimé les livres, j'en mange pas mal. Hein. Ah oui. Ouais, genre tout à fait différent, peu importe. J'avais un bouquin qui m'avait pas mal plu, qui était d'Isabelle Autissier et qui racontait l'histoire d'un couple qui était dans, je sais plus, en Arctique ou en Antarctique, enfin je sais pas, perdu sur une île sans bateau, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué. J'avais beaucoup aimé cette histoire. C'était assez court. Donc tu lis pas mal, Sophie. Tu lis mais pas forcément des bouquins de mer. Ah non, pas du tout, c'est même plutôt rare ça. Non, les bouquins c'est une manière de s'évader autrement. Ouais, c'est bien. Alors on va continuer dans le genre. Hein. Un plat, tiens, par exemple. Est-ce que tu as un plat préféré? Je suis très j'aime énormément la nourriture, c'est un vrai plaisir. J'aime beaucoup cuisiner aussi pour les autres. Je vais rester sur du purement basique. Pendant très longtemps, j'ai été très sucrée, donc un petit fondant au chocolat quoi. Ouais, c'est pas mal, avec une boule de glace vanille, c'est pas mal. Ouais, ça marche bien. Une chanson, tiens d'ailleurs, est-ce que tu es très musique, toi?
Alors non, moi pendant très longtemps j'ai oublié qu'on pouvait écouter de la musique à bord des bateaux. Donc non, je suis incapable, je suis nulle là-dessus. J'adore, tu mets une musique et tout, peu importe le style, j'aime bien. Mais je suis incapable de constituer une playlist. Si on n'en met pas à bord, ça me dérange pas. J'ai pas de... Pas besoin de musique, quoi. Non, pas spécialement. Tiens, une autre question. Un endroit où tu pourrais poser tes valises, longtemps, hein, pas 3 jours, quoi, où tu pourrais vraiment te poser dans le monde. Sur un bateau. Non, vraiment, il n'y a pas d'endroit. C'est hyper compliqué pour moi de décider d'un endroit où vivre. Tu vois, je suis skipper normande. Aujourd'hui, je vis à Loch-Michelic. Je m'entraîne à Lorient, parfois à Port-la-Forêt. Enfin, je me sens pas ancrée dans un endroit géographique en particulier. Et je serais incapable. Aujourd'hui, ça me fait peur même d'investir dans une maison. Je ne saurais pas où investir, donc je le fais pas. Voilà. Donc sur un bateau, justement, ce que tu disais tout à l'heure pour aller voir les horizons inconnus, c'est pas mal. Bah ouais, par exemple. Alors qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille, tiens Sophie, qui souhaite embrasser une carrière dans la voile de compétition? Qu'est-ce que tu lui dirais? Une jeune fille, une adolescente de 15-16 ans par exemple. Bah, je lui dirais, si c'est sa volonté, je lui dirais de travailler, de bosser dans ce sens-là, de pas se mettre de barrière par son genre évidemment, et surtout, je crois que ce sont des carrières où il faut se créer des opportunités. Il faut pas seulement travailler dans son coin, il faut aussi s'ouvrir aux autres. Je pense que c'est ce que j'ai pas fait pendant longtemps, et faut être curieux et faut aller oser taper aux portes, quoi. Taper sur les coques des bateaux en disant je peux embarquer? Bah ouais, c'est peut-être qu'on a peut-être l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui se fait plus trop, mais j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui se recréent avec certaines courses. Et donc, ouais, il faut se faire connaître. Et ça, c'est hyper compliqué, hein. Moi, à la base, j'étais d'une nature plutôt timide. J'ai du mal à aller voir les gens, à dire embarquez-moi, je préfère qu'on m'appelle, quoi. Clairement. Mais je me dis tous les jours qu'il faudrait que je le fasse. Mais tu vois, moi, par exemple, alors tu m'as parlé de rêve tout à l'heure. Il y a une course quand même qui me donne envie, c'est la The Ocean Race qui se fait en équipage. Ça, clairement, ça me ferait rêver, mais aujourd'hui, je suis pas trop capable encore d'aller voir les teams et de leur dire où je suis là, embarquez-moi. Enfin, Sophie Faguet commence à être un nom. Ouais. Non, et puis on commence à connaître ton nom quand même, Sophie, là-dessus, il y a pas de souci. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous la quille quand même depuis que tu as commencé. Donc, alors ensuite, on va, la dernière question, Sophie, on a envie de savoir quel est un peu ton programme là cette année 2023. Raconte-nous. Eh bien écoute, là, incessamment sous peu, d'ici une petite quinzaine de jours maintenant, il y aura le départ de la Transat Paprec, le 30 avril, aux côtés de Guillaume Pirouel et sous les couleurs de la région Normandie. Et puis après, j'aurai des tests à effectuer en IMOCA dès le retour de la Transat pour une potentielle Jacques Vabre à la fin de l'année, au départ du Havre. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait, on fait des tests et puis si ça match, on travaillera là-dessus. Super, ça c'est une bonne nouvelle. On ne demande pas encore qui, on attend que tu nous le dises. Les tests, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la nave avec le ou la skipper? Ouais. Alors c'est un skipper. Effectivement, l'idée c'est de naviguer ensemble. Il est venu me chercher parce qu'il avait envie de... Il a déjà une petite équipe technique qui s'occupe du bateau, mais il n'a pas encore trop d'équipes concernant le sportif, la météo, etc. Et donc l'idée c'est de voir si déjà, ça le fait sur un IMOCA, et de voir si notre binôme s'entend bien et fonctionne bien ensemble. Et puis faire déjà quelques petites naves offshore pour voir si les compétences que je peux amener à bord sont celles qui l'attendent. Voilà. C'est super intéressant. Encore une expérience. Décidément, Sophie, tu te fais que des nouvelles expériences. C'est vrai, on a l'impression que c'est ça aussi qui te plaît, non, dans ce sport qui a quand même vachement de discipline. On a de la chance dans la voile d'avoir plein de disciplines différentes. Ah bah, je trouve que pour ça la voile c'est un sport extraordinaire et effectivement moi j'ai besoin d'apprendre et de progresser, donc là ce sera un nouveau bateau, la transatlantique, j'aurais fait ma première cette année avec Guillaume et donc il y aurait cette deuxième où je me sentirais un peu plus à l'aise et légitime. Du coup c'est pour ça, enfin je suis très contente. Là je fais avec Guillaume, on est encadré par le pôle Finistère de nouveau, donc on a des super intervenants en météo, donc je vais prendre tout ce qu'il y a à apprendre pour être au taquet sur la suivante. Au taquet, Sophie. Ça te convient très bien comme terme. Et écoute, en tout cas, un grand, grand merci. Ça faisait longtemps, très longtemps que je voulais t'interviewer. Eh bien, écoute, c'est fait et c'était bien chouette. Merci, Sophie. À très vite. On te suit, en tout cas. Merci à toi pour ce petit moment. Salut. Bye bye.
Merci vraiment Olivia pour cette interview et cette rencontre, car c'est aussi cela les dessous de la voile, c'est faire connaître des personnes moins connues qui ont un parcours impressionnant et qui sont dans l'ombre. Et j'ai été impressionnée par sa recherche de rigueur, de professionnalisme. En fait, je suis persuadée que dans une équipe, c'est le genre de personne qu'on a vraiment envie d'avoir. Oui, c'est une bosseuse, Sophie, avec un sourire permanent. C'est sans doute le secret pour naviguer en équipage. Et maintenant, on passe aux news, aux coups de cœur et aux coups de gueule. Allez, je commence par un coup de gueule envers les médias. J'ai beaucoup travaillé avec eux et je continue de le faire. Mais franchement, j'en ai marre de voir des titres à sensation qui ne traduisent pas le fond des articles, ni ce que disent les personnes interviewées. Et cela uniquement pour avoir des clics. Et comme aujourd'hui, pour aller vite et avec les réseaux sociaux, les personnes ne lisent que le titre et le début du chapeau, cela donne des jugements hâtifs avec des procès d'intention. Bref, cela ne donne plus envie de lire la presse et c'est bien dommage. Allez, sinon, dimanche 16 avril a été donné le départ de la deuxième étape du défi atlantique de Horta, direction La Rochelle, pour les 13 classes 40 engagées. Pour rappel, c'est Yann Lipinski avec son équipage composé d'Antoine Carpentier et Rémi Fermin qui ont remporté la première étape qui faisait Pointe-à-Pitre-Horta. Dans la Golden Globe Race, le bateau du Britannique Ian Herbert Jones a dématé et le skipper a été blessé au dos. Il a heureusement été secouru par un bateau. Aujourd'hui, ils sont encore 3 en course et c'est toujours la Sud-Africaine Kirsten Neuschafer qui mène la flotte. Comme on parle de Tour du Monde, on va parler d'un autre Tour du Monde, The Ocean Race, dont la 4e étape sera donnée le dimanche 23 avril d'Itajaí au Brésil pour rejoindre l'escale américaine de Newport. Au classement général, Team Molsim PRB est premier devant Team Malaysia, qui est deuxième, Eleven Hour Racing Team 3e, Biotherm 4e, et Guyot Environnement Team Europe, qui n'a pas fait l'étape, est 5e. Un immense bravo à l'équipe de France de voile olympique qui ramène 4 médailles lors du 52e trophée de son Altesse la Princesse Sophia, avec l'or et le bronze pour Lauriane Nolo et Poema Nioland en Formula Kite féminin, le bronze pour Axel Mazella chez les hommes et l'argent pour Lucie Belbeoc en Nicu Foil. Et pour continuer en voile olympique, on rappelle que la semaine olympique française d'hier se déroule du 22 au 29 avril. Et puis j'avais envie d'encourager Maxime Sorel pour son ascension imminente de l'Everest au mois de mai. Le skipper de l'IMOCA Vienne Bimont-Bada-Mayenne mène 2 projets de front, l'ascension du plus haut sommet de notre planète et le Vendée Globe 2024. Allez lire les news sur le site internet du skipper, teammaximesorel.com. Elles sont merveilleusement bien écrites par Guillaume Vallot, son chef d'expédition, un vrai voyage dans l'Himalaya. C'est la fin de ce 4e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sophie Faguet d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On se souviendra longtemps de cette interview dans une voiture alors que le vent soufflait dehors. Allez, on attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. Et puis la suite est encore prometteuse avec des sujets inédits que nous vous concoctons avec enthousiasme. Salut Anne et la bise à tous. Merci à tous et tous et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez évidemment nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et allez partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis vous savez qu'on aime les messages, alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.